Je vais vous parler aujourd'hui d'une petite fleur jaune qui nous a accompagnés pendant tout l'hiver, discrètement au bord des chemins. Elle s'est ouverte quand il faisait beau, quand il y avait des rayons du soleil. Elle s'est fermée la nuit et lorsque le temps était nuageux. Donc cette petite fleur jaune s'appelle un souci des champs. Et souci n'a pas rapport avec des problèmes, mais un rapport avec un mot latin qui veut dire suit le soleil. Euh, on a une autre fleur qui nous a suivis pendant l'hiver et qui est de la même famille, cette famille qu'on appelait autrefois les composés, qui s'appelle désormais les astéracées, c'est la pâquerette. Les deux ayant la particularité, quand elles s'ouvrent, de prendre la chaleur du soleil et de pouvoir la rendre ensuite pour attirer les insectes. Intéressons-nous maintenant davantage à ces petites fleurs oranges. Alors effectivement, elles ne sont pas jaunes comme la plupart des composés, mais d'une note un peu plus orangée. Vous constatez que sur l'extérieur, on a des parties qui ressemblent à des pétales, et ces parties sont nettement plus orangées du fait d'un composé qui s'appelle l'oroxanthine, qui était autrefois considéré comme le safran du pauvre et utilisé comme épice. Ce qu'on appelle une fleur, en fait, n'est pas une fleur simple. On n'est pas dans le cas d'une fleur simple avec les pièces fertiles au milieu et des pétales autour. On est dans le cas d'une fleur composée, composée de petits fleurons. On appelle ça une inflorescence. Et dans cette famille des composés, qu'on appelle désormais des astéracées, cette inflorescence est sous la forme d'un capitule. Vous voyez, tous les fleurons se posent sur un réceptacle qui peut être plat ou bombé. Et sur le pourtour du réceptacle, on a des fausses feuilles qui s'appellent des bractées. Et dans le cas de la plupart des composés, on le voit surtout sur les chardons, ces bractées, les unes sur les autres, composent ce qu'on appelle un involucre. Si l'on revient aux fleurons, dans le cas du souci, comme dans le cas de la pâquerette, il y a deux types de fleurons. Sur l'extérieur, des fleurons en languette qu'on dit ligulés. Ce sont les fleurons blancs dans le cas de la pâquerette et qui sont pour la plupart stériles. Et des fleurons sur le centre tubulaire qui sont eux fertiles. Si je remets la photo de notre calendula des champs, de notre souci des champs, vous voyez là les fleurons ligulés orange et sur l'intérieur les fleurons tubulaires qui pour l'instant sont en bouton, ils ne sont pas encore éclos, mais sur la photo suivante, je vais vous les montrer éclos et vous voyez nettement des parties fertiles, pistils et étamines, qui sont les parties sexuelles et qui vont assurer la fécondation. La fleur va nous intéresser, surtout au niveau cosmétique, et je vous mets là maintenant une autre composée qui va prendre la suite dans les vignes, qui va tapisser les vignes de jaune, qu'on appelle en occitan l'herbe rose, qui est le crépice de Nîmes, pardon. Et vous voyez, dans ce cas-là, comme chez le pissenlit, il n'y a que des fleurons ligulés. Ces fleurons ligulés portent les étamines et le pistil, ils sont fertiles, mais il n'y a pas à l'intérieur de l'inflorescence de fleurons tubulaires. Fleurs dans le souci des champs. Intéressons-nous désormais au reste de la plante, à sa partie végétative. Et vous le voyez, la plante, sur toute sa tige, comporte des feuilles simples, à bord également assez peu découpées, qui sont d'une couleur vert bleuté qu'on appelle vert glauque, à comparer avec le vert franc de la roquette qu'on a vu la dernière fois. Et ces feuilles ont la particularité, contrairement à une autre feuille vert glauque, celle du brocoli sauvage, de la passerage drave, si vous les retournez sur la face inférieure, vous ne verrez pas les nervures secondaires, que vous verrez très très bien dans le cas de la passerage drave. Ces feuilles sont dites comestibles, mais n'ont pas un intérêt majeur. On le verra, ce qu'on utilise sous forme comestible, ce sont plutôt les pétales, et on va les utiliser comme épices et comme exhausteur de goût.
en faisant attention qu'ils sont héménagogues, c'est-à-dire qu'il ne faut pas les utiliser quand on est femme enceinte. Là, je vous montre, une fois la fleur fécondée, les graines qui sont des akènes. Alors ces akènes ne sont pas munis d'aigrettes, il n'y a pas de poils, ils vont voler assez mal, mais en fait ils sont recourbés et munis de petites pointes qui vont s'accrocher sur le pelage des animaux, et les graines donc auront une dissémination zoochore. Donc là vous avez le salsifis des champs, et vous voyez bien, dans ce cas, l'akène a un bec qui le raccroche à des aigrettes, à des poils qui vont lui permettre de bien voler comme un petit hélicoptère. Nos akènes de soucis des champs séchés, et vous voyez vraiment bien qu'ils sont recourbés, qu'ils sont munis de dents et qu'ils vont très très bien s'accrocher. Quand on parle de soucis des champs et de soucis officinal, deux espèces du même genre, on a tendance à dire que les fleurs du souci des champs sont plus petites que celles du souci officinal, ce qui est vrai, mais la différence essentielle, c'est au niveau des akènes. Quand vous regardez les akènes ici de souci des champs, ils sont tous recourbés avec des dents. Et si on parle du souci officinal, comme vous le voyez sur cette planche, il y a trois types d'acènes. Des akènes relativement légers qui vont un peu voler, des akènes relativement lourds qui eux vont tomber par gravité, on dit qu'ils sont barres au corps, et les akènes recourbés avec des dents qui sont disséminés par les animaux, les mêmes que dans le cas du souci des champs. Donc le fruit du souci officinal est beaucoup plus complexe que celui du souci des champs. J'ai fait sécher mes soucis des champs à l'abri de la lumière, vous l'avez vu, dans un tissu pour absorber l'humidité, pour maintenir l'aération, et je fermais mon tissu pour éviter que les UV viennent dénaturer certains des composés qui sont utiles dans la plante. Donc comme je vous l'ai dit, le souci des champs a des propriétés médicinales, moindres que celui du souci officinal, mais quand même présente, et est comestible, avec quelques restrictions, on verra par la suite. Ce qu'il va falloir faire, c'est séparer les fleurons ligulés de l'involucre de bractées qui est sous le capitule, parce que c'est dans les ligules que se trouve l'oroxanthine et les propriétés qui vont avoir une efficacité. Donc au niveau médicinal, le calendula, Officinalis hoarvensis, à moindre mesure, vont avoir des propriétés sur les coups. C'est-à-dire que quand vous avez un hématome, quand vous avez une blessure, une pommade au calendula va être efficace. En règle générale, on dit que l'arnica se met sur les blessures fermées, le calendula pouvant se mettre sur les blessures ouvertes. Donc la première étape est de séparer les pétales, puis de prendre un corps gras. Alors vous avez le choix, vous pouvez prendre une huile de pépin de raisin ou une huile d'amande douce. Pour ma part, je préfère utiliser du karité. Alors il est un peu tôt dans la saison pour le faire fondre en plein soleil, mais je prendrai les petites ligules orangées, je les mettrai dans le calendula, plutôt un récipient en verre qu'un récipient en plastique pour qu'il n'y ait pas d'interaction. Du journal autour du récipient en verre, on dit qu'on fait un macérat solaire, mais il ne faut pas que les UV attaquent le produit. Et donc, mon bol en verre avec du journal autour, avec mon karité ou mon huile de pépin de raisin et les petites ligules de calendula à macérer à température ambiante. Les échanges vont se faire entre les molécules phytothérapeutiques qui sont présentes dans les pétales et le karité. Et comme il est bien sec, il n'y aura pas d'eau qui viendra faire rancir ou aider à rancir le karité. Et donc je pourrais utiliser après, sur la suite, ma pommade au calendula, sachant que, évidemment, à un moment donné, le karité à l'air libre va finir par rancir. Donc c'est pas un énorme problème, mais l'odeur des corps gras rance, c'est une odeur de cacahuète pas tellement agréable, même sur un produit phytosanitaire. Donc on va pas travailler sur ça, parce que je vous ai dit, il ne fait pas encore assez chaud pour faire fondre le karité au soleil, mais on va quand même utiliser le calendula pour ses propriétés alimentaires dans un mélange d'épices du Caucase, souvent présent en Géorgie, qu'on appelle le Rhmelis uneli. Donc le Rhmelis uneli,
comporte beaucoup d'herbes aromatiques, donc de la menthe, de la sarriette, de la marjolaine. Là, j'ai pris de l'origan parce que je n'ai pas de marjolaine. Et au niveau des épices, de la coriandre et du fenugrec. Ce mélange d'épices va être utilisé dans pas mal de salades, notamment des salades de tomates et de concombres, dans une recette que je vais vous faire tout à l'heure à base d'épinards, mais également utilisé pour les roresh, qui sont en gros des daubes un petit peu, qui sont faites dans le Caucase. Si vous voulez faire un mélange d'épices que vous conservez, vous ne pouvez pas utiliser sarriette, menthe et marjolaine fraîche, parce que l'humidité ferait qu'il y a un risque que ça moisisse. Donc il aurait fallu préalablement les faire sécher. Là, on va simplement faire la quantité de Rmelis Suneli pour notre recette. Donc, il n'est pas grave d'avoir des plantes fraîches, puisque ça va être mangé quasiment tout de suite. Donc, comme je vous l'ai déjà dit, j'aime beaucoup travailler au mortier. Et au pilon. Donc, je vais mettre une cuillère de graines de coriandre. Je préfère travailler les épices entières et les broyer moi-même, parce que c'est comme ça qu'elles conservent le maximum d'odeur. Sachant que, évidemment, le contre-exemple, c'est le fenugrec. Les feuilles de fenugrec, j'en trouve rarement entières. Donc là, j'ai mon fenugrec en poudre. Alors le fenugrec, c'est vrai qu'il a mauvaise réputation, puisque c'est ce qu'on donnait aux femmes des harems pour les faire grossir. Mais ça a un goût extraordinaire. Il s'agit de ne pas en manger énormément. Sur les plantes aromatiques, donc je vous ai dit, comme je vais l'utiliser tout de suite, je les utilise fraîches, je les émonde. Elles viennent de mes bacs, donc je n'ai pas pris le soin de les nettoyer parce qu'il n'y a pas d'animaux, de chats ou de chiens qui viennent à mes bacs qui sont à hauteur d'homme. L'origan qui remplace la marjolaine. Les Rmelis Suneli dépendent de la saison, c'est-à-dire que là, on a les premières menthes qui sont sorties, mais si vous faites un Rmelis Suneli l'hiver, à moins de l'avoir conservé avec des plantes sèches, vous aurez moins de menthe et peut-être plus d'origan. Méfiez-vous de la sarriette qu'on appelle le poivre d'âne et qui est quand même assez fort. Et donc, je vais broyer l'ensemble, surtout pour broyer les graines de coriandre. Alors ça se broierait beaucoup mieux avec des plantes sèches qui seraient facilement détruites par le pilon. Là, je vais avoir quelque chose qui est plus pâteux, mais ce n'est pas un problème pour la recette qu'on va faire par la suite. Et donc c'est là que je rajoute mes pétales, pas mes pétales, mes fleurons de souci. Sachant que logiquement, le fleuron de souci va donner un côté douceâtre et en plus de la couleur, puisqu'on est sur de la cuisine où le mélange d'épices ne va pas être cuit. Donc la couleur, l'oroxanthine, ce côté un peu doré, orange doré des soucis va se retrouver sur le plat final. Donc séparer les fleurons de l'involucre de bractée, c'est une opération à faire à la veillée devant un film ou en écoutant une chanson à la radio, parce que c'est quand même un peu rébarbatif. Ou à faire à plusieurs en discutant. Donc je vais vous éviter que ce soit trop long, je ne vais pas en mettre énormément. Bon. Nous allons utiliser le Rmelis Suneli que nous avons fait à l'instant sur une recette de boules d'épinards et de noix, une recette caucasienne, une recette géorgienne. J'ai fait préalablement chauffer mes épinards à la vapeur en enlevant le maximum
de nervures centrales, parce que les nervures centrales, ça fait des fibres, et même si on broie l'ensemble, ces fibres vont être assez désagréables à manger. Il est super important qu'il n'y ait plus d'eau quand vous faites les boules. Donc en fait, on va presser les épinards qui sortent de la casserole où on les a cuits à la vapeur pour enlever le maximum d'eau. Vous pouvez en profiter pour enlever les excédents de nervures centrales que vous n'avez pas enlevés auparavant. C'est pour la tenue, c'est-à-dire que si c'est très humide, vos boules ne tiendront pas et en plus se conserveront pas extraordinairement. Donc j'ai fait cuire, refroidi, laissé égoutter et je presse sur la fin. Et donc ces épinards cuits vont être broyés. Donc, on va broyer les épinards bien égouttés avec des cerneaux de noix. Donc, ces cerneaux de noix, comme je vous l'ai dit, vous pouvez les faire griller au four pour qu'ils soient toastés, pour qu'ils soient un peu torréfiés. Vous pouvez aussi, si vous n'aimez pas l'amertume de la noix, les laisser une nuit à tremper dans de l'eau, ce qui permettra d'enlever la peau, qui est la partie qui donne le plus ce goût amer de la noix. Et on va remettre d'Urmelis Suneli. Et dans cette recette, on peut également rajouter un peu de graines de fenouil qu'on peut broyer au mortier ou qui vont être broyées dans cette recette finale. Je prends de l'huile d'olive à tout hasard pour pouvoir améliorer la texture s'il le faut. Alors l'huile d'olive va permettre d'alourdir un peu la préparation et que la préparation reste un peu plus au fond. En fait, là, mon robot est un peu grand par rapport à la quantité d'épinards que j'ai mis en œuvre. Arrête. Donc j'ai là une texture qui commence à être un peu lisse. Dans les recettes géorgiennes, c'est pas très lisse. L'intérêt est que la noix, il y a encore des petits morceaux pour avoir un peu de mâche, un peu de craquant. Surtout si vous les avez fait torréfier. Je sèle. Un intérêt à rajouter quelque chose d'un peu acide. Donc normalement c'est des graines de grenade, mais là on n'est pas sur la saison des graines de grenade. Vous pourriez mettre du citron caviar. Et on va aussi pouvoir mettre quelque chose qui est surtout utilisé dans la cuisine iranienne, la cuisine perse, qui est les épines vinettes. Donc les épines vinettes, là elles sont séchées, réhydratées, et on va les mettre un peu au hasard dans la préparation pour donner donc des petites notes, des petites bulles d'acidité. Et donc après, il s'agira de rouler les boules et de les déposer sur une assiette, et ça se mange tel quel. Donc voici nos pralis roulés. Vous pouvez remettre sur l'extérieur des pétales de souci ou des graines de grenade pour donner un aspect un peu plus festif à vos boules d'épinards, à vos pralis. On peut faire des pralis aussi avec de la betterave et à l'intérieur duquel il y aura également du Urmelis Suneli et donc également nos pétales de souci qui sont une toute petite partie de la recette bien entendu.
Vous verrez, la noix donne quelque chose dont on n'a pas l'habitude dans la cuisine française, mais qui est assez agréable et je vous souhaite une bonne dégustation.